Bon, comme promis, on va enfin parler de Bitcoin. Vous allez voir que le temps qu'on a pris dans les deux premières vidéos va être grave bénéfique pour comprendre ce qui se cache derrière la première crypto du marché en termes de capitalisation. Si tu arrives sur cette vidéo sans avoir vu les deux premières, il faut que tu saches que le contenu que tu es en train de visionner correspond à la troisième vidéo d'une longue série qui est en fait pour être regardée dans un ordre précis. Dans cette série, je m'efforce au mieux de fournir un guide sur l'apprentissage en crypto à travers une méthode structurée et réfléchie. Pour en apprendre plus sur le concept de cette série, je t'invite fortement à regarder la première vidéo où j'explique ma vision et le mode de fonctionnement de ce guide un peu particulier. Dans ma deuxième vidéo, on aborde la blockchain et on se forme dessus. Tu trouveras le lien de ces deux vidéos dans la description. Pour ceux qui ont déjà vu les deux premières vidéos, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez normalement bien apprécié les deux premières et que surtout, j'espère, vous avez appris beaucoup de choses. Du coup, je suppose que vous voulez continuer d'en apprendre plus, et ça tombe bien, parce que vous allez voir que c'est que le début et qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Du coup, la dernière fois, on avait vu comment acquérir une bonne compréhension de la blockchain. Je tenais juste à rajouter deux petits points d'attention que j'avais oublié d'évoquer dans la précédente vidéo, mais qui sont normalement bien couverts par les références que je vous avais données. Ces points, du coup, c'est 1. Le caractère d'irréversibilité des transactions, qu'on appelle aussi l'immuabilité. 2. Le concept de validateur. Et 3. Le principe de la chaîne la plus longue, qui est présent dans l'algorithme de la blockchain. Ces trois concepts ont déjà été couverts par le contenu que j'avais proposé, c'est juste que j'avais oublié de les mettre dans la liste. Si c'est pas clair pour vous, je vous invite à retourner sur les articles et les vidéos que j'avais partagées pour comprendre le mécanisme de l'irréversibilité, le rôle du validateur, qui est différent du rôle de mineur, et comprendre aussi le principe de la chaîne la plus longue, qu'on a déjà vu avec le double spending et l'attaque à 51%. Donc voilà, pour ces concepts, c'est comme pour les autres, il faut les comprendre, puis ensuite les approfondir à votre guise. Bon, du coup, le Bitcoin c'est quoi ? Pour commencer, on va faire un exercice pas facile, mais que je trouve super intéressant. Rien que pour la culture, je pense que c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Du coup, je vous invite à lire le white paper du Bitcoin, en version anglaise si vous êtes à l'aise, ou en version française si vous préférez. À savoir que l'original est en version anglaise et que la version française est une simple traduction. Vous allez voir, il faut s'accrocher pour tout comprendre, mais j'attends pas de vous que vous compreniez tout, surtout après seulement une première lecture. Du coup, lisez simplement, sans trop vous casser la tête pour le moment, et essayez au moins de le survoler dans son entièreté. Si vous savez pas ce qu'est un white paper, ou si vous voulez un peu plus d'infos, je vous invite aussi à lire un article de Cryptost qui est super court. C'est vraiment lu en 1 minute et ça vous permettra de plus avoir d'ambiguïté sur le concept. Donc après cette petite lecture pas forcément facile, vous avez dû cerner quelques trucs et vous avez pu les relier avec ce qu'on a déjà vu sur la blockchain. La deuxième étape que je vous propose, c'est de comprendre ce qu'est le Bitcoin, sa philosophie, son histoire, comment ça marche et pourquoi il suscite tant d'intérêt. Pour ça, je vous renvoie sur une vidéo d'Elio qui se fait expliquer le Bitcoin par un pote à lui, ingénieur qui travaille chez Google. La vidéo est un peu longue, mais je pense que l'équilibre entre la vulgarisation et l'exactitude est vraiment pas mal. Surtout qu'on va pas s'en arrêter là, et je vais vous proposer d'approfondir certains concepts clés. Vous pouvez toujours regarder la vidéo en x1,25 ou 1,5 si vous voulez gagner un peu de temps. Du coup, si vous avez lu le white paper et regardé la vidéo, il y a plein de concepts qui ont été évoqués. On va les énumérer et en approfondir certains, et surtout s'assurer qu'on maîtrise bien ce qu'il faut savoir. Donc comme vous le savez maintenant, la blockchain est née avec Bitcoin. Donc puisqu'on a déjà étudié la blockchain, il y a plusieurs concepts qui vous parlent déjà. C'est le cas notamment du premier point qui est le peer-to-peer. Donc le peer-to-peer, comme je disais, on a déjà vu plus ou moins ce que c'est. Mais si jamais c'est pas clair pour vous, je vous propose de lire la définition du journal du net et vous pouvez aussi lire en diagonale la page Wikipédia. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'ambiguïté par la suite. Vous trouverez les références que je viens d'évoquer dans la description et le récap est posté sur le Discord. Pour le caractère open source, comme pour le peer-to-peer, un petit tour sur le Wikipédia vous permettra d'en apprendre plus. Le concept clé à comprendre pour les cryptos, c'est que le code source peut être relu et amélioré par tout le monde, ce qui rend la technologie Bitcoin transparente. Ces deux concepts, le peer-to-peer et l'open source, qu'on vient de voir, renforcent donc le caractère de décentralisation. On en a déjà parlé plus tôt et on va continuer d'en parler tout le temps. Vous allez voir qu'avec le temps, on va naturellement maîtriser ce concept. Du coup, le proof of work et le consensus, avec la vidéo sur la blockchain, vous maîtrisez déjà ce que c'est. Pour le minage, là aussi on en a déjà parlé avec la blockchain et avec le proof of work. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé de votre côté. Pour les détails de comment miner et comment marche le minage, il y aura un chapitre dédié un peu plus tard. Il y a un point intéressant qui est évoqué dans la vidéo d'Elio, c'est les pools de minage. Mais ça, on en reparlera aussi. Pour les frais, il faut simplement comprendre que les transactions sur la blockchain ont un coût. Globalement, avec une blockchain basée sur le proof of work, ces frais servent à payer les mineurs. Ça paraît anodin, mais c'est important car quand on parlera d'autres blockchains, on verra que les coûts et les frais de transaction sont un paramètre très important pour l'adoption d'une crypto-monnaie. Pour le Bitcoin, je vous ai mis en description un site sur lequel vous pourrez consulter l'évolution du prix moyen d'une transaction. Quand on parle de Bitcoin, le nom Satoshi Nakamoto revient très souvent. En fait, c'est simplement le fondateur du Bitcoin et auteur du white paper que vous avez lu.
Son histoire est passionnante, surtout que personne ne connaît sa réelle identité. Je vous invite à consulter un article de Cryptost qui vous donne des informations sur Satoshi. Il y a un autre point lié à Satoshi Nakamoto, et plus précisément sur son prénom, c'est l'unité Satoshi, qui est en fait une fraction de Bitcoin. Je vous laisse donc check l'article et vous verrez tout ça. Donc pour le Bitcoin, et le Proof of Work en général, et l'écologie, c'est un point très bien abordé par le pote d'Elio dans la vidéo. Idéalement, ce serait bien de vous intéresser sur ces questions d'écologie au fur et à mesure. Pour cette partie, c'est plus de la culture générale sur les cryptos, alors je vous laisse un peu faire vos propres recherches. Genre si vous voyez passer du contenu qui en parle, n'hésitez pas à le consulter et à vous informer sur le sujet. En fait, je vais quand même vous conseiller une vidéo. Parce que dans la vidéo que je vais vous montrer, Iril, qui présente un genre de revue d'actualité, parle d'écologie pendant 5 minutes, puis sur la fin, pendant 5 minutes, il présente aussi qui est Satoshi Nakamoto. Du coup, ça permet de faire d'une pierre deux coups avec le sujet précédent. Pour ce qui touche à la régulation à la Chine, pour l'instant, pas besoin d'approfondir. On en reparlera quand on étudiera l'adoption et la régulation des crypto-monnaies. Le halving, c'est super important à comprendre car c'est un mécanisme fondamental du Bitcoin. Il faut comprendre en quoi il régule l'inflation du Bitcoin et comment il est responsable de la cyclicité du Bitcoin. Pour ça, je vous ai mis en description une super vidéo de Asher et un article de Cryptost. Du coup, le halving est directement lié à la supply et on va voir ça juste après. Pour ce qui est des wallets, j'approfondirai pas tout de suite ce qu'est un wallet, mais retenez simplement que c'est un outil, physique ou non, pour sécuriser ses clés privées. Il y a aussi la phrase « Not your keys, not your Bitcoin » qui est un classique en crypto, pour simplement illustrer le fait que si vous n'avez pas vos clés privées, vous ne possédez pas vos cryptos. Et justement, en parlant de posséder ces cryptos, c'est important de comprendre que les cryptos ne sont stockés nulle part. On possède juste les clés qui permettent de dépenser les bitcoins d'une certaine adresse sur la blockchain. Pour le Layer 1, j'approfondirai ce concept quand on parlera d'autres blockchains que Bitcoin. Pour l'instant, retenez juste que Bitcoin est un Layer 1, c'est-à-dire une blockchain de couche 1. Le Web 3, c'est l'Internet décentralisé. On en reparlera quand on parlera d'autres projets crypto. Pour la suite, j'ai 4 concepts principaux que j'aimerais que vous compreniez. On a le principe de réserve de valeur, les intermédiaires de confiance, l'inflation et la déflation, et enfin l'analogie crypto-internet. En fait, ces concepts sont directement liés à l'utilité du Bitcoin. Jusqu'ici, on a plutôt vu comment Bitcoin fonctionne, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est plutôt à quoi ça sert et quel est l'intérêt du Bitcoin. Pour ça, j'ai 2 vidéos qui sont vraiment bien et qui traitent de ces 4 points que je viens d'énoncer et plus généralement de l'utilité du Bitcoin. Il y a donc une seconde vidéo d'Elio et une vidéo de CryptoJohn que je vous invite à consulter. Donc pour l'étape 3, j'aimerais d'abord que vous commenciez par regarder la vidéo d'Elio pour comprendre l'utilité et l'intérêt du Bitcoin. Ensuite, il y a quelques points qu'on va revoir ensemble. Du coup, pour le concept de réserve de valeur, je ferai pas plus de commentaires car c'est très bien expliqué par Elio. Pour le concept de tiers de confiance, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la blockchain, l'idée est de comprendre que le Bitcoin et les cryptos ont pour vision de s'affranchir des banques, des institutions, des grands groupes, des gouvernements, et en fait de tous les tiers. Et tout ça dans le but d'être souverain et de pas se la faire mettre à l'envers. Ensuite, parlons de l'inflation. J'ai pas de référence particulière à vous proposer, mais vous trouverez un tas de contenu pour comprendre ce qu'est l'inflation et comment ça fonctionne. Faites vos recherches sur Google ou sur YouTube. Il y a un graphique qui est super connu, qui est le Purchasing Power of the US Dollar Over Time. En gros, ce graphique, il montre l'inflation du dollar sur un siècle. Je t'ai mis le lien en référence si ça t'intéresse de jeter un œil un peu plus en détail. Et du coup, il y a un petit article de Cryptost aussi qui parle du Bitcoin pour lutter contre l'inflation. Ça recolle pas mal avec le contenu d'Elio et c'est toujours bon à lire. Le concept de supply, je trouve que c'est très bien expliqué par la vidéo d'Elio. En fait, il faut comprendre que la supply, donc le nombre de Bitcoin qui circulent sur la blockchain, augmente toutes les 10 minutes, mais que la supply maximale du Bitcoin est limitée à 21 millions d'unités. Ce chiffre est codé dans la blockchain et ne peut pas être changé, à l'inverse du dollar qui lui peut être imprimé. Pour la monnaie fiat et la monnaie fiduciaire, c'est assez simple et ça prend quelques minutes à comprendre, mais malheureusement, c'est souvent confondu dans le domaine de la crypto. À vrai dire, je pense que beaucoup ne savent pas que les monnaies fiat ne sont pas nécessairement des monnaies fiduciaires et inversement. Pour éviter toute ambiguïté, je t'invite à consulter un article de Cryptost qui traite du sujet. En ce qui concerne l'adoption, c'est un point super important qu'on va approfondir au fur et à mesure. Elio évoque aussi l'intérêt des métaux précieux. Je pense que c'est important de comprendre leur importance. On en reparlera quand on parlera de finance, car ils jouent un rôle super important dans l'économie, surtout l'or. Je trouve qu'Elio explique super bien l'histoire du dollar avec la fin de l'étalon or, les accords de Bretton Woods et tout ce qui va autour avec le financement des guerres, etc. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'aller beaucoup plus loin. Pour tout ce qui est bourse, S&P, ETF, on en parlera dans le chapitre finance, donc pas de souci pour le moment. Donc la volatilité, comme vous l'aurez compris, c'est simplement l'amplitude des variations du prix d'un actif.
On en reparlera plus tard, mais c'est quand même important de comprendre, donc si tu as un doute, je t'invite à check la définition sur Wikipédia. Ensuite, pour le DCA. Pour le moment, retenez simplement que c'est une méthode d'investissement qui consiste à acheter un asset à intervalles de temps réguliers, indépendamment de son prix. C'est une méthode pour investir dans un projet quand on pense que de manière long terme, la tendance sera à la hausse, indépendamment des fluctuations court terme. Du coup, comme je vous l'avais dit pour l'étape 4, j'aimerais que vous regardiez une vidéo de CryptoJohn qui traite globalement de l'intérêt du Bitcoin. Cette vidéo est vachement intéressante et vient apporter quelques nouveaux points. Déjà, on a un point qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à maintenant, mais qui est vraiment fondamental, c'est en fait comment évolue le prix du Bitcoin, et des cryptos en général. C'est tout bête, mais je suis certain que pour beaucoup, c'est pas si clair que ça. Alors du coup, pour ce point, j'ai pas vraiment trouvé de très bonnes références particulières. Je pense que beaucoup de références en ligne feront l'affaire. Pour faire simple, les mécanismes qui déterminent le prix des cryptos, et donc du Bitcoin, sont globalement les mêmes que ceux qui régissent les prix des actifs en bourse. L'analogie est souvent utilisée car c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde des cryptos et le monde de la finance. En fait, les cryptos peuvent s'échanger, s'acheter et se vendre. Et du coup, c'est le fameux principe de l'offre et la demande qui vient déterminer le prix du Bitcoin. On verra plus tard que c'est pas juste le simple fait d'acheter ou de vendre et qu'il y a aussi plein de produits dérivés de finance et de trading en crypto. Tous ces mécanismes ont cependant le point commun qui constitue un pari sur la hausse ou la baisse du prix de l'actif. Ils sont donc finalement rattachés aussi au concept de l'offre et de la demande. Du coup, vous connaissez cette chaîne, c'est pas moi qui vais vous faire un cours de microéconomie sur l'offre et la demande, mais je vous invite à trouver vous-même une référence qui traite sur le concept. Une vidéo ou un article fera l'affaire. Pour le coup, j'ai pas spécialement de référence à vous conseiller. Je vous mets un lien en description pour suivre le prix du Bitcoin. Sur ce site, il y a plein d'autres métriques et vous trouverez aussi plein d'autres cryptos. Pour l'instant, vous n'avez rien besoin d'apprendre de plus que de lire le prix. On parlera du reste plus tard. Pour le market cap, du coup, on en parlera plus en détail quand on parlera de finance. Mais en gros, il faut comprendre que ça correspond à l'ensemble de la valeur de toutes les unités d'une monnaie. C'est simplement la supply fois le prix. On verra qu'il y a des subtilités, mais globalement c'est ça. C'est une métrique qui permet de quantifier l'adoption et l'évaluation d'une crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est pas un concept exclusif aux cryptos, mais à la finance et à la bourse en général. On verra d'autres variantes et d'autres métriques quand on parlera de tokenomics. Pour ce qui est de trading, on en reparlera dans un chapitre plus tard, mais globalement, les cryptos sont sujettes au trading et à plein de mécanismes d'échange et de produits dérivés. Pour le prochain point dans la liste, les entreprises, CryptoJohn en parle très bien dans sa vidéo. Il faut comprendre que l'adoption des cryptos et du Bitcoin dans les entreprises, c'est un facteur primordial dans l'adoption de masse. On en reparlera quand on traitera de l'adoption et de la régulation. Enfin, le dernier point, qui est le financement d'activités illégales, on en reparlera aussi plus tard quand on parlera de l'adoption du Bitcoin. Mais pour l'instant, vous pouvez retenir que les cryptos, de par leur nature, ont servi et servent toujours à financer des activités illégales comme l'achat d'armes, de drogues, de services illégaux, et peuvent aussi servir au blanchiment d'argent, bien que le Bitcoin en lui-même n'est pas si anonyme que ça. Je rajouterai juste que cet aspect des cryptos est souvent exagéré et surmédiatisé. A priori, la part d'activité illégale dans les cryptos représenterait seulement une infime partie. Une partie qui serait d'ailleurs bien plus faible que sur le dollar. Bon, on en a presque fini pour Bitcoin. Pour ce qui est de l'utilité de Bitcoin, il y a une dernière référence que j'aimerais que vous consultiez. C'est une vidéo très récente qui traite d'actualité et de faits qui se sont produits récemment, notamment avec le conflit en Ukraine. Cette vidéo insiste sur l'utilité du Bitcoin et prouve plus ou moins par les faits que le besoin pour une telle technologie est réel. Il développe notamment la souveraineté qu'apporte le Bitcoin aux utilisateurs, ainsi que les questions de censure. Je vous laisse donc checker tout ça. Bon, on arrive sur la fin. Je suis conscient que cette vidéo a été très dense, mais je suis désormais convaincu que si vous avez suivi toute ma vidéo avec attention, vous avez maintenant un bagage méga solide sur le Bitcoin et vous allez pouvoir comprendre sans difficulté la suite. Pour les curieux, je vous ai mis 2 petites références en plus qui sont vraiment facultatives. La première, c'est un super article de Cryptost d'environ 2 heures de lecture qui retrace plein de points à savoir. Le deuxième, c'est un super documentaire de Arte sur le Bitcoin et sur son histoire. Ça peut être un bon moyen de revoir quelques concepts tout en passant un bon moment devant un docu bien quali. Donc voilà, du coup je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici. J'espère que ma façon de vous former en crypto vous intéresse et vous aide à accumuler des connaissances pertinentes. De mon côté, je vais essayer de me bouger un peu plus pour essayer de vous sortir la suite des vidéos au plus vite. Je vous rappelle que j'ai ouvert un Discord où on s'entraide, on s'échange des références, on se répond à nos questions et surtout sur ce Discord, je poste un récap bien carré à chaque vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Du coup, je vous attends pour la prochaine vidéo où on va enfin parler d'Ethereum et de smart contracts.